Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à présenter rapidement justement notre petite activité de ce matin. Donc, moi, je suis Julien Maurice, donc animateur de la cartographie des talents pédagogiques, entre autres, et je suis ingénieur pédagogique à IMT Atlantique. Donc, la carte aux talents, en fait, c'est quoi? C'est un collectif finalement plutôt enseignement supérieur qui rassemble à la fois des ingé pédas, des conseillers pédas, et puis des enseignants également. C'est très important d'avoir les trois profils. Alors, je vous invite d'ailleurs juste au passage à créer un profil sur le site cartotalent.fr. Ça vous permettra de recevoir notamment une newsletter que j'envoie toutes les semaines, a priori, toutes les 2 semaines, ça dépend. Et puis, voilà, d'être au courant un peu de tous les événements. Voilà, nous notamment, vous voyez, aujourd'hui, c'est donc un événement carto. Juste pour information, tous les événements également se retrouvent ensuite dans les revues de nos événements, en fait. C'est là que vous allez pouvoir d'ailleurs revoir la présentation d'aujourd'hui si vous le souhaitez. Il y a également une chaîne YouTube de la carte au talent, voilà, pour information. Et il y a également un podcast. Donc voilà, c'est deux choses que j'ai créées très récemment, sur lesquelles vous pouvez réécouter également les différentes interventions. Alors aujourd'hui, donc, je remercie Jean-François pour sa présence. Ça faisait un bout de temps d'ailleurs que je voulais je voulais le rencontrer, donc ça tombe bien. C'est une bonne occasion pour moi aussi de rencontrer les gens, ce collectif, parce que je voyais donc pas mal de choses passer sur LinkedIn notamment. Alors Jean-François donc Parmentier, donc alors le plus simple pour que si vous ne le connaissez pas, c'est peut-être de le suivre sur LinkedIn d'ailleurs, ça peut être intéressant. Donc, Jean-François travaille à l'ENSET, qui est dans le collectif comment dire, INP, donc qui regroupe toutes les écoles polytechniques en fin de compte de Toulouse. Et finalement, donc, Jean-François a un profil assez intéressant, puisqu'il est à la fois, donc il est ingénieur de recherche, et c'est vrai que dans son profil, c'est à la fois quelqu'un qui va beaucoup, on va dire, dans les aspects très recherche. Pour le coup, il a, vous allez voir également un Google Scholar assez consistant, on va dire, et en même temps, beaucoup sur la pratique. Et c'est ça qui est vraiment, ce double profil est particulièrement intéressant. Et c'est ce qui va ressortir aussi de cette présentation-là. Donc, c'est comment s'appuyer, c'est vrai, sur des choses qui sont issues de la recherche, mais vraiment sur un aspect très pratico-pratique, comme vous allez voir. Donc, voilà, ça, c'est très intéressant. Au-delà de ça, donc moi je vous invite également à aller voir jfparmentier.fr. Donc Jean-François a mis un espèce de portfolio, c'est intéressant, on retrouve un petit peu tout ce qu'il a fait. Il a notamment beaucoup travaillé sur le peer instruction aussi, des choses comme ça. Tu vas sans doute en parler un petit peu. Et encore au-delà de ça, très important, c'est l'aspect designer de Jean-François, qui est vraiment que je souhaitais mettre en avant, l'aspect design. Donc, voilà, c'était la petite boutade. On a fait ça en travail collaboratif, c'était rigolo. On s'est bien mis. On s'est mis les deux. On s'est mis Voilà, les deux pour ça. voilà. C'est protégé, pas le droit d'auteur, bien sûr, évidemment. Voilà. Donc, écoute, Jean-François, je vais pouvoir te laisser la main. Et puis voilà, on va pouvoir commencer tranquillement. Voilà, parfait. J'arrête les partages. Ouais. Et je te laisse Ok, la main. c'est noté, oui. Et voilà, oui, donc commençons. Ouais, donc ceux qui ont eu l'œil et qui ont regardé le profil scolaire Google, ils ont vu qu'il y avait pas mal d'articles de sciences dures, parce qu'avant, en fait, avant de partir vraiment dans l'aspect pédagogie, je faisais de la recherche en sciences dures, ouais, c'est-à-dire en mécanique des fluides plus précisément. Mais après, là maintenant, depuis 6 ans, vraiment, je suis axé euh, pédagogie, enseignement, plutôt dans le supérieur, mais enseignement des adultes, ça marche aussi, information professionnelle, puisque c'est assez proche au final. Et toujours avec l'aspect en lisant beaucoup ce que font les chercheurs et en essayant de transférer sur la pratique. Alors, ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est évidemment donc l'interactivité, l'interactivité dans les classes virtuelles, comme c'est là le cas actuellement. Donc là, on est à peu près 50. Et l'idée, c'est c'est parti. J'ai prévu quelques transparents à vous présenter pour expliquer ce qui va se passer. Et après, avec des démonstrations. Alors, souvent, dans une formation, quand on n'est pas nombreux, on peut commencer par un tour de table, par exemple. Et ça peut être intéressant lorsque justement on va enseigner à la rentrée ou former à la rentrée si vous avez des apprenants, des participants, des élèves qui ne sont jamais vus, qui ne sont jamais parlé. Sauf que là, on est 50. Donc, on ne va pas faire un tour de table à 50 parce que sinon, ça va prendre au moins 1 heure à peu près, hein, le temps de la conférence, et ça va être fini. Ce que je vous propose, c'est une autre technique, c'est la technique du tour de table, du micro-tour de table. Parce que quel est l'intérêt du tour de table, en fait? C'est que, un peu de briser la glace, que les participants échangent plus facilement entre eux. Et ce qui va se passer là, plusieurs fois pendant la présentation,
je vais vous faire interagir entre vous en petits groupes de 5 personnes. Vous allez débattre entre vous. Et du coup, je vais proposer dès maintenant, en fait, de discuter avec les gens avec qui vous allez rediscuter ensuite. Donc, je vais vous répartir en groupe de 5. Vous allez vous retrouver dans une visio très spécifique, une visio privée, en fait. Vous allez voir personne d'autre à part vous 5. Et je vais vous laisser 5 minutes à peu près, 4-5 minutes pour vous présenter rapidement où est-ce que vous enseignez, où est-ce que vous formez, enseignement supérieur ou pas. Et puis, qu'est-ce qui vous a incité à vous inscrire à cette présentation. Ensuite, on fera une synthèse collective. Donc moi, ça me permettra aussi de noter bien ce que vous avez dit, puis orienter un peu le discours pour plus adapter à vos demandes. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce qu'il y a des questions? Alors, oui, c'est bon? Ok, super. Alors, c'est parti. On va partir en... À tout de suite. À tout de suite. Ouais, elle va vous demander donc de rejoindre une salle normalement. Je vais dire oui. Le français langue étrangère. Bonjour. Bonjour. Je viens juste voir si tout... Bonjour, c'est bon pour vous? Oui, c'est bon, mais on a un questionnaire ou je ne savais pas si vous nous proposiez un questionnaire ou pas. Non, d'accord. Non, là, on échange librement. Juste des petites classes pour faire connaissance. C'est ça, voilà, exactement. D'accord, pas de souci. Ouais. Et éventuellement, remonter, si vous avez des attentes, qu'est-ce qui vous a incité à vous inscrire? D'accord. Après, on fait une petite synthèse globale. Ok, ça marche. Très bien. Et la synthèse, on vous l'envoie sur les attentes? Non, on va le faire à l'oral. Je vais dire, est-ce qu'il y a un groupe qui veut s'exprimer? Et puis, si l'un de vous veut dire, voilà, dans mon groupe, on a dit ça. Ok, ça marche. Okay, très bien. Allez, je vais voir d'autres groupes. Et donc, je termine. Et donc, et nous, donc depuis le début du confinement, on anime des classes... Tour avec l'ensemble de l'équipe pédagogique. Revient très souvent la question, mais comment faire pour essayer de dynamiser et de faire participer nos étudiants, parce que ils sont présents, hein, ils ont été courageux, ils sont venus, mais bien souvent ils coupent les micros parce que c'est vrai qu'il peut y avoir des soucis techniques, ils entendent moins bien. Il y en a qui ne veulent pas mettre la caméra pour X raisons ou qui ne peuvent pas la mettre pour des raisons techniques, encore une fois. Et du coup, moi, je me suis sentie un peu seule dans ces classes virtuelles. Et j'aurais bien aimé effectivement avoir des pistes pour essayer de faire participer davantage nos étudiants. Voilà. Bonjour à tous, Noémie Garcia, désolée parce qu'effectivement moi je peux pas activer mon caméra, il y a un petit problème technique justement, ça fait un peu bizarre mais je suis désolée. Je suis enseignante à l'université de Rennes 2 et cette année aussi on a dû faire aussi cette transition vers le numérique assez rapidement dans le confinement. En plus, j'étais dans un projet d'innovation péda avec l'équipe pédagogique. Donc, on a fait un gros projet très intéressant, mais qui a dû être très... C'est vraiment très pragmatique, très synthétique, super. Ah bah tiens, voilà. Jean-François est là. Ah bah voilà, il est là. D'accord. Je me bouche les oreilles, bonjour. Là, je fais le tour des salles pour voir si tout va bien. C'est bon pour la... Ouais, top. Okay. On était à la présentation. Alors, il y a pour combien de temps encore, Jean-François? Il y a encore 2 personnes qui doivent... Oui, on peut laisser 2 minutes après, ou 2-3 minutes. Ça vous va? Génial, impeccable. Allez, nickel. Top. À tout à l'heure. À toutes. Tout le monde est revenu. Alors, juste un petit tour de groupe ou quelques groupes qui peuvent exprimer, rapidement, vous enseignez plutôt dans quoi? Puis quelles ont été les attentes de votre groupe? Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer? Alors, par exemple, je ne sais pas, Mélanie, au hasard, quand je te vois. Alors, je ne suis pas sûre d'avoir tout bien écouté. Non, il y avait nous, on était un groupe exclusivement féminin avec des profs de langue, des profs de sciences, des profs de gestion, etc. Matière, mais toutes dans le supérieur, mais par contre avec des âges différents, pas forcément universitaires en fait. Il y a des personnes en particulier pour des langues de français, pour les cours de français langue étrangère, je pense. Il y avait aussi des personnes plus âgées. Tout le monde avait plutôt découvert récemment l'enseignement à distance
ils cherchaient en fait essentiellement des trucs et astuces pour interagir davantage. Donc, vraiment, on est clairement dans le cœur du sujet. On a aussi fait un petit tour de table sur les outils qu'on avait utilisés. Et effectivement, on n'utilisait pas spécialement les mêmes outils. Donc, il y avait des outils qui étaient développés spécialement par le CNED, Teams, Zoom, alors, Bigglowbottom, je ne sais pas si je le dis bien, et Discord aussi ont été utilisés. Ok, merci bien, ouais. Est-ce qu'il y a un autre groupe qui aurait d'autres attentes, par exemple, ou d'autres attentes sont sorties, qui n'ont pas été exprimées donc là, tu as dit surtout essentiellement connaître des trucs et astuces, en fait, pour connaître. Est-ce qu'il y a eu d'autres remarques, si quelqu'un veut s'exprimer? Je peux, par rapport à dans lequel j'étais, Oui. en 2 mots très rapidement, une des motivations, c'est à la fois acquérir suite à l'expérience qu'on a tous vécue dans le cadre du confinement et les cours qu'on a dû assurer à distance. Il a été évoqué le fait que les élèves ont globalement très bien répondu et voilà, on peut aussi saluer à la fois le travail des enseignants dans ce cadre-là, mais aussi des élèves qui ont su s'adapter. Et une autre motivation, c'est aussi préparer potentiellement la rentrée avec les problématiques de mélange présentiel et distanciel, puisque nous sommes dans l'incertitude. Tout à fait. Alors ça, c'est noté pour le présentiel distanciel. Ce n'était pas un thème que j'avais prévu d'aborder, mais je le note, on en discutera après. Ouais. Sandra, j'ai vu que tu voulais lever la main. Oui, je ne vois pas comment on peut lever la main dans Zoom. Ce que je trouvais très intéressant dans notre groupe, c'est qu'il y a des universitaires, mais pas que. Il y a aussi des formateurs ou des personnes qui animent en entreprise. Voilà, donc c'est ça que je trouve intéressant, mais avec des besoins complètement similaires. Effectivement, c'est vraiment créer de l'interactivité à distance et complètement éviter cette formation, ce cours magistral que l'on peut avoir de type conférence en classe virtuelle, quoi. Ok, merci Sandra. Je t'en prie. Alors pour répondre, pour pouvoir lever la main, en fait, vous avez un onglet participant, un bouton participant en haut. En bas, excusez-moi, en bas de l'affichage, vraiment vous voyez ma tête ou pas, en bas, il y a un menu participant, à côté de converser, sécurité, et quand vous cliquez, vous avez plein de boutons, vous avez un bouton oui, un bouton plus, et vous avez le bouton plus, et après vous avez aussi le bouton converser qui vous permet de chatter. Et voilà, et pour ceux qui n'ont pas vu, je repartage pour ceux qui ne connaissent pas Zoom, je repartage vite fait la capture d'écran, vous voyez, là si c'est Julien qui parle, vous verrez que Julien, vous verrez les gens au-dessus, mais vous avez un petit bouton en haut à droite, un espèce de quadrillage qui permet de voir tout le monde d'un coup. Donc j'arrête le partage, vous allez voir. Pour ceux qui ne l'ont pas activé, je vous incite à le faire. Donc c'est en haut de l'image, un petit bouton, et là d'un coup, vous voyez plein de gens. Et on peut naviguer de fenêtre en fenêtre, puisqu'on est 50, et ça affiche 25 par 25, ce qui fait qu'on s'y connaît, qu'on se sent un peu plus dans une classe, on va dire, dans un groupe. Alors, très bien, merci beaucoup. Si c'est bon pour vous, je passe à la suite. Du coup, je vais partir justement sur ces techniques-là et ce pourquoi. Donc, juste avant d'expliquer des techniques, mais là, vous avez déjà vu un petit peu comment faire, par exemple, une espèce de brise-glace, une présentation à 50, sur pourquoi faire interagir. Et c'est la question, c'est vrai que j'ai dit dans mon titre, faire interagir. Alors, on peut dire effectivement, dans une conférence, on peut avoir pas ou beaucoup d'interactions. Et on se dit, on peut avoir des méthodes pédagogiques qui, a priori, suscitent fortement l'interaction en rose ou d'autres qui sont plutôt en bleu clair, qui ne suscitent pas. Mais la question, quand même, lorsqu'on enseigne ou lorsqu'on forme, c'est la question de l'apprentissage. Et ce que nous disent les psychologues cognitifs, que ce n'est pas cette interaction qui est forcément le vecteur de l'apprentissage. Ça peut l'être, mais pas forcément. Ce qui compte avant tout, c'est ce qu'ils appellent l'engagement cognitif. C'est-à-dire qu'il va réfléchir activement au contenu qu'on présente. Et cet engagement peut être plutôt faible ou plutôt fort. Et au final, on a un carré avec 4 grandes typologies, on va dire, de méthodes pédagogiques avec leurs actions. Donc, s'ils interagissent entre eux, donc là, c'est l'interaction entre les participants, hein, et s'ils s'engagent cognitivement avec le contenu présenté. Et donc, moi, je vais essayer de vous remplir ce quadrillage, ces 4 méthodes. Alors déjà, il y en a une qu'on a pu voir un petit peu. Alors, je vois qu'il y a une question dans le chat. Hop, oui, alors le diaporama, effectivement, il sera disponible. Alors, la conférence, elle est enregistrée. Pour ceux qui n'ont pas
eu l'info. Et je pense que Julien mettra le lien aussi directement du diaporama. Voilà. Et hop. Alors, ce qu'on a vu, nous, là, c'est l'aspect, on va dire, socialiste. C'est-à-dire que tout à l'heure, il y a 2 secondes, je vous ai fait faire un petit tour de table entre vous pour parler, pour se présenter, pour connaître. Il n'y avait pas eu d'engagement cognitif fort avec un contenu. Je ne vous ai pas fait interagir sur les équations, sur ce que c'est qu'apprendre. Alors, vous avez évidemment parlé dans l'enseignement, puisque vous êtes tous là pour ça. Hein. Mais globalement, c'était dans ce cadre-là. Il n'y a pas que socialiser là-dedans. Mais là, on a vu socialiser. Il y a d'autres choses. On en parlera après. Alors, pour pouvoir répondre à quels sont les autres carrés, je vais vous parler de qu'est-ce que c'est s'engager cognitivement. Et là, c'est lié justement à la psychologie cognitive qui va nous donner les principes. Alors, je vais vous poser une question et vous allez y répondre. Vous allez voir, vous allez avoir un sondage qui va apparaître. Et voici la phrase que je vous propose. Apprendre consiste essentiellement à retenir des informations. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Vous allez avoir un sondage qui va apparaître et ouvrir le vote. Donc, qu'en pensez-vous? Apprendre consiste essentiellement à retenir des informations. Est-ce que vous êtes tout à fait d'accord, plutôt pas d'accord ou tout à fait en désaccord? Alors, je vois les participants qui ont voté, 40 personnes qui ont voté. Je laisse les derniers encore un petit peu le temps de réfléchir quand même. Alors, il y a Adélie qui dit qu'il faut aller plus vite. Si c'est ça le... Alors, quel outil j'utilise? Alors, en même temps, on parlait vitement. J'utilise Zoom. Zoom en mode payant permet de lancer des sondages. Ok, alors, je me fais en vote. Hop, et globalement, les gens ils disent, bon, vous êtes globalement plutôt pas d'accord. Alors, pourquoi est-ce que vous êtes... alors, qui c'est qui veut, par exemple? C'est aussi ce que je pense, par exemple. Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer pourquoi il pense qu'il est plutôt pas d'accord? C'est pas obligé. Par exemple, Julien, tiens, je vais t'interviewer parce que je te connais bien, Julien. Toi qui es co-animateur, qu'est-ce que tu avais répondu, toi? Moi, j'ai répondu plutôt pas d'accord, effectivement. Surtout, au final, moi, il me semble qu'aujourd'hui, apprendre, c'est réussir surtout, ce qui est important, c'est de faire des liens entre les différentes choses qu'on a appris de manière transversale, sans forcément que ce soit une matière spécifique, entre guillemets. C'est de pouvoir décontextualiser l'information et de pouvoir ensuite l'appliquer à des domaines plus larges. Et ce qui fait que le fait de simplement retenir ne va pas forcément te permettre de te réapproprier cette information-là en la réexploitant, etc. Ce qui fait que c'est pourquoi j'ai répondu que je n'étais pas forcément d'accord avec ça. Alors, Julien, je vois que tu as bien lu tous mes articles. Non, effectivement, c'est plutôt ce que je pense. Alors, le premier point, c'est qu'effectivement... J'ajouterais volontiers, à la fois entièrement d'accord avec lui et que j'ai répondu pas du tout d'accord parce que tu as mis le mot essentiellement. Ouais. Que justement, l'essentiel n'est pas de retenir des informations, l'essentiel c'est de savoir s'en servir, de savoir les croiser, etc. Donc, il n'y aurait pas eu le mot essentiellement, j'aurais mis plutôt pas d'accord parce qu'effectivement, il faut retenir un peu des choses, hein, mais l'essentiel, c'est de savoir les articuler, à mon avis. Voilà. D'accord. Mais donc, on peut être d'accord sans avoir répondu la même chose. Oui, c'est vrai, effectivement, oui. Mais c'est d'où l'intérêt de faire discuter les gens et de permettre justement ce temps-là où certains prennent la parole pour dire moi j'ai répondu ça, mais c'était pas pour la raison pour laquelle vous imaginiez. Et c'est toujours la limitation de ces QCM qui sont intéressants pour faire voter. Là, on a vu rapidement 50 personnes ou plus. C'est de se dire attendez, on vous laisse un temps d'expression quand même pour voir si le QCM était peut-être bien écrit, peut-être mal écrit en fait. Hein. Alors, il faut avant tout de comprendre justement. Alors je vous continuer ce que disent les psychologues. Alors, il y a un premier point, c'est quand même, on ne peut pas comprendre les choses si on n'a pas appris un ensemble de faits, de choses. En fait, on raisonne qu'à partir de données. Donc, il faut quand même apprendre et il faut quand même retenir des informations. C'est une première étape obligatoire. Par contre, comme a dit notamment Julien, mais pas que, c'est faire des liens entre les informations. Et en fait, ce qu'on voit dans cet enfant, c'est lorsqu'on on va essayer de créer des liens qu'on va donner du sens. C'est-à-dire qu'on nous donne une information, on va essayer de la connecter avec ce qu'on connaît. Par exemple, si je vous dis la phrase « je dois aller faire des courses », et puis je vous dis une deuxième phrase qui est « mais je n'ai plus d'essence ». Ça peut être 2 phrases dans le même texte, par exemple.
vous avez essayé de les relier. Et spontanément, je pense que vous vous êtes dit, il va faire les courses en voiture, par exemple. Vous avez dû vous dire ça. Mais ce n'est pas écrit dans le texte, en fait. Donc, vous avez interprété les informations. Vous avez dû générer une nouvelle hypothèse, l'hypothèse que je fais mes courses en voiture, qui n'est pas écrite nulle part. Et c'est là que vous avez donné du sens à ces deux phrases-là. Vous avez sûrement conclu aussi peut-être que j'habite loin, ou alors que j'ai beaucoup de choses à acheter, parce que sinon j'irais à pied vite fait, en fait. Et vous avez conclu aussi que du coup, je ne vais pas pouvoir aller faire mes courses, ce qui n'est pas écrit là non plus, en fait. Et donc, tous ces liens-là, c'est vraiment ce que le cerveau fait, alors plus ou moins naturellement, spontanément, suivant sa motivation, mais c'est ça qui va permettre justement de donner du sens et de pouvoir réutiliser. Est-ce que vous parlez de contextualiser, décontextualiser ou réutiliser l'information, faire les transferts dans des contextes nouveaux. Donc, du coup, apprendre, c'est essentiellement ce qu'on va chercher à faire apprendre à l'élève, c'est pas juste retenir les phrases « je dois aller faire les courses et j'ai plus d'essence ». Non, ce qu'on va leur chercher à faire, c'est justement leur faire faire du lien, leur donner du sens. Et du coup, le rôle de l'enseignant, ça va plus être tant ça que de donner l'information, c'est-à-dire donner les pièces du puzzle. Certes, il en a besoin. Si on n'a pas de pièces du puzzle, on ne peut rien faire. Mais ce que dit la recherche en psychologie cognitive, c'est que c'est plus pertinent, et la recherche en enseignement du coup aussi, de passer le temps de cours à essayer de faire traiter activement et de la faire traiter de la bonne manière. C'est-à-dire qu'il connecte les bonnes pièces. S'il connecte les mauvaises pièces, il va faire des mauvais liens, évidemment. Et s'il connecte au hasard, sans réfléchir, il ne va pas apprendre non plus, en fait. Donc, c'est ça que nous disent nos collègues chercheurs en psychologie cognitive. Alors, maintenant, comment le faire en pratique? Et donc là, c'est là que vient plutôt la recherche, cette fois-ci, en sciences expérimentales de l'éducation, qui va s'appuyer sur ces principes-là de la psychologie cognitive. Alors, il y en a plein des principes, mais là, j'ai axé sur un qui me semble plutôt pertinent dans ma pratique. Et comment on peut faire? Alors, justement, on va voir déjà juste là-dessus, par rapport à ce que je viens de dire, d'après vous, sur ces liens, quelles activités pédagogiques incitent les étudiants à faire des liens? Alors, je vous laisse lire le texte et puis je vais lancer le vote. Cette fois-ci, je l'ai bien préparé le vote. Alors, normalement, vous pouvez voter. Alors, vous pouvez cocher plusieurs cases dans celui-là, si je ne me suis pas trompé. Normalement, vous pouvez cocher plusieurs cases. Si vous ne pouvez pas cocher plusieurs cases, choisissez celle qui vous semble le plus pertinent. Mais normalement, vous pouvez cocher plusieurs cases. Alors, c'est bon, il y a 43. Est-ce qu'il y a les derniers qui veulent voter encore? 44. 5, super. Alors, je mets fin au vote. Vous allez pouvoir voir les résultats, en fait. Donc, la majorité sur produire un résumé, mais vous avez aussi indiqué que surligner, c'était important. Recopier un peu moins et relire. Alors, qu'est-ce que disent la recherche en psychologie cognitive appliquée, éducative? Ce qu'ils ont observé, c'est que globalement, si on demande à un élève de recopier un texte, globalement, il ne va pas spontanément faire des liens. Il va recopier le tableau et recopier le tableau, en fait. De la même manière, si on lui demande de relire un texte, même une fois ou deux, globalement, statistiquement, la majorité de nos élèves ne font pas des liens spontanés. Sauf certains. Sauf, par exemple, les bons lecteurs. On sait que les bons lecteurs, lorsqu'ils lisent un texte, alors, ils vont être bons parce qu'ils connaissent des choses, ils vont être motivés pour une raison, mais les élèves qui, lorsqu'on va leur donner un texte, vont le comprendre naturellement, sont ceux qui, dans leur tête, vont faire des liens. Et la majorité ne vont pas forcément le faire. Par contre, si on fait des activités qui leur incitent à faire des liens, ça va fonctionner et ils vont mieux comprendre le texte. Alors, par exemple, produire un résumé, ça c'est clair. Lorsqu'on produit un résumé, ce n'est pas de la paraphrase. Donc, résumé, ça veut dire compresser l'information, mais ça veut dire lui avoir donné du sens, l'avoir comprise, et faire des liens entre différents bouts d'un même paragraphe. Et ce qu'on observe, par contre, c'est que surligner les passages importants d'un texte, globalement, ça ne fonctionne pas très bien. C'est-à-dire qu'on observe que ça crée un petit peu de liens, mais pas tant que ça. Ce n'est pas une activité vraiment générative au sens qu'il va générer des liens et du texte, en fait. Ce n'est pas hyper efficace. C'est différent. Pareil, la prise de notes. Quand on prend des notes, c'est une première étape, mais ce n'est pas énorme. Après, quand l'élève relit ses notes et, par exemple, les recompare au texte ou les compare avec quelqu'un d'autre, là, c'est bien plus pertinent. Alors, je vois qu'il y a des messages dans le chat. Donc, je vais regarder le chat. D'ailleurs, c'est une des questions d'une personne. Est-ce qu'il vaut mieux répondre au fil de l'eau ou sur des temps prévus pour les chats? Alors,
n'ai pas mis le pratique là-dessus. Ce que je peux vous dire, c'est que là, par exemple, j'avais un slide sur lequel je voulais terminer un discours et que j'ai vu des messages qui s'accumulaient, donc j'ai des piles maintenant. Alors, je n'ai pas accès au sondage. On ne voit pas les résultats. Bah, effectivement, j'en ai peut-être dû. Alors, c'est étonnant ça. Alors, j'avais peut-être fini, mais globalement, la très grande majorité avait répondu la réponse 4 sur le sondage. Et une bonne partie avait aussi répondu, je ne sais plus, je crois que c'est 30%, la réponse 3. Ou même 50% des gens avaient répondu la réponse 3. Et 90% avaient dit que produire un résumé, ça faisait effectivement faire des liens. Voilà pour les résultats. Je crois que c'est Julien qui les a repartagés. Je viens juste de cliquer sur partage, effectivement. Oui, effectivement, ouais. Alors, sur la question de Zoom et les RGPD, on leur discutera après l'exposé. J'ai vu qu'il y a cette question. C'est une question un peu plus longue. Alors, pour conclure là-dessus, quelles activités globalement on observe? Si on leur demande d'écouter, regarder, lire, recopier à l'identique, statistiquement, ils apprennent de manière superficielle, ils ne font pas beaucoup de liens. Sauf, par exemple, vous dans ce cas-là, quand je suis en train de vous parler, quand vous avez une pratique enseignante et une motivation particulière, globalement, vous allez essayer de réfléchir à ce que je raconte, ce que j'espère, et vous allez essayer spontanément d'essayer de lier les choses et de les relier à votre pratique. C'est-à-dire que, globalement, sur nos élèves, on observe que lorsqu'on demande ça, ça ne fonctionne pas. Mais certains élèves particuliers, ceux qui terminent chercheurs, enseignants, etc., ou ceux qui sont passionnés, eux, ça fonctionne naturellement. Et sur nous, globalement, l'école, ça a fonctionné, le mode magistral. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que si on demande explicitement de faire ces liens entre les informations et avec ce qu'ils savent déjà, alors tout le monde va en bénéficier, aussi bien les moins bons que les meilleurs. Et là, il faut un apprentissage qui s'effectue en profondeur. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Est-ce que vous voulez... Alors, je regarde. Hop. C'est bon? Donc, alors si c'est bon. Il y a quelqu'un qui a levé la main. Qui c'est qui a levé la main? Marie-Pierre. Marie-Pierre. Ouais. Je ne sais pas si c'était peut-être tout à l'heure, Marie-Pierre. Ah, peut-être, oui. Oui, c'est ça, c'était tout à l'heure. Merci, c'était plus la peine. D'accord, désolé. Il n'y a pas de souci. Hop. Alors, on part. Donc, globalement, pour revenir à ça, donc ces activités génératives, on voit qu'effectivement, que recevoir de l'information, lorsque l'étudiant est en position ou l'apprenant de réception, c'est un engagement cognitif faible. C'est ce qu'on observe. Et lorsqu'il est en mode génératif, c'est-à-dire générer des nouvelles informations à partir de celles qu'on a présentées, il est dans un engagement cognitif plutôt fort. Alors, quelle activité pédagogique pour clé ça? Globalement, vous avez vu déjà un QCM d'application, comme celui que j'ai posé là. D'après vous, quelle activité pédagogique permet de faire des liens? Alors, ce n'était pas le meilleur QCM du monde, mais c'est une activité qui permet déjà d'essayer d'appliquer la théorie que je viens de dire à un cas d'application concret. Voilà, j'ai mes élèves, qu'est-ce que je leur demande de faire? Est-ce que je leur demande de recopier ou est-ce que je leur demande de faire un résumé? Donc ça, ce qu'a montré la recherche, c'est qu'intégrer régulièrement des QCM dans les cours, après chaque concept, dans l'idéal, va leur permettre de passer en mode engagement cognitif plus fort et d'être bénéfique sur l'apprentissage. Et c'est-à-dire que ça va être du temps vraiment efficace pour l'apprentissage. Par contre, ça ne fait pas les interactions. C'est ce qu'on disait. Et donc, quel est le dernier carré qui reste? Le carré bleu foncé. Ce que je vais vous présenter, c'est une technique qui s'appelle les micro-débats. Donc, on appelle ça. Donc, le mode général, c'est le mode délibère. Le mode délibère, c'est quand chacun a d'abord généré par lui-même, a réfléchi, s'est engagé et débattre à partir de cette génération et sur le contenu. Donc, une technique qui s'appelle les micro-débats. Le vrai nom, c'est peer instruction en anglais pour ceux qui connaissent, qui a été pensé plutôt dans l'enseignement présentiel, en amphi ou pas en petit groupe, mais qu'on peut faire très facilement à distance. On va le voir là maintenant. Et donc, ça va se passer en 3 phases. Vous allez répondre individuellement au QCM. Donc, je vais vous présenter un nouveau QCM. Je vais vous repartir en visio privé comme tout à l'heure, donc avec les gens que vous connaissez déjà. Et je vais vous laisser ensuite 2 minutes, à peu près, pour vous mettre d'accord, pour essayer de trouver un consensus. Voilà, et pour comprendre les raisons des autres. Et ensuite, on fera une synthèse en classe entière. Alors, je regarde vite fait, puisqu'il y a des questions dans le chat. Voilà, effectivement, il y a Mel qui dit qu'effectivement, au Canada, une personne qui effectivement utilisait les micro-débats. Ouais. Alors, le pensée comparée partagée, c'est effectivement une variante un peu différente. Là, on en parlera après, mais c'est le même esprit, tout à fait, oui. Et là, ça parle bien. Alors, vous allez voir le QCM.
voilà le QCM. Quelle est la compétence qui vous semble la plus essentielle pour enseigner? Il n'y a qu'un choix possible cette fois-ci. Et donc, je vais lancer le vote et vous demander de voter pour celle-ci. Alors, si vous ne voyez pas le vote, ce n'est pas très grave. Alors, réfléchissez dans votre tête et vous aurez le temps d'en discuter avec vos collègues pendant la petite salle. Et de toute façon, on vous dira à l'oral les résultats. Donc, on est désolé si vous ne voyez pas le vote, c'est étonnant. Alors, je vais arrêter le vote. Les votes se répartissent globalement en deux, globalement en deux, la réponse 2, la réponse 5, c'est-à-dire bien expliquer et comprendre comment on raisonne. Alors, je mets fin au vote, je vais vous répartir du coup en petite salle. Essayez de voir, même si vous avez voté pareil, même si vous avez répondu pareil, essayez de vous mettre d'accord sur sélectionner les bons élèves des autres. Alors, je l'ai écrit comme tel. Vous pourrez en discuter. Effectivement, ça nécessite d'avoir besoin d'identifier les niveaux, hein, effectivement, pour sélectionner. Alors, c'est parti pour le mode, j'arrête le partage, le mode sous-groupe. Essayez de bien comprendre les raisons des autres et voir si vous êtes d'accord. Je vous laisse 2 minutes à peu près, et puis on repasse en mode. Donc, c'est parti, à tout de suite. Hop. Alors, je pense que tout le monde est de retour. J'espère que vous avez bien pu discuter. Alors, j'imagine que on n'a pas besoin forcément de faire revoter. Il y avait quand même assez de consensus dans les discussions que j'ai entendues, je pense, sur le 5, c'est-à-dire savoir bien raisonner. Dans ce que j'ai entendu aussi, c'était oui, mais bien expliquer. J'ai entendu ça dans une salle, je crois que c'était Jean-Loup qui disait ça. Pour bien expliquer, il faut aussi comprendre comment raisonnent les étudiants. Et donc, bien expliquer, en fait, c'est celle-là, finalement, la bonne réponse, au sens, de toute façon, elle implique l'autre. Alors, pour répondre à cette question, hein, c'est très pertinent. Alors, je pourrais présenter là, je ne vais pas le présenter maintenant, mais il y a des expériences, mais j'ai des slides de backup si vous en discutez, où ils ont vérifié, est-ce que juste faire débattre les élèves, ça fonctionne? Ou est-ce que l'enseignant est obligé d'expliquer ensuite? Et est-ce que ce n'est pas mieux d'expliquer ensuite? Ou juste expliquer, en fait. Ils ont comparé, est-ce que les apprenants peuvent apprendre juste en débattant? Je pose une bonne question, je les fais débattre. Et ce que montrent les études, c'est que ça fonctionne. C'est-à-dire que si on pose une bonne question et que les étudiants débattent entre eux, il n'y a presque plus besoin du prof. Et pour poser la bonne question, par contre, il faut comprendre comment ils raisonnent. Parce qu'il faut mettre les choix de réponse ABCD qui correspondent aux habitudes de pensée des gens. Et donc, finalement, ce qu'on observe, c'est que, bon, alors c'est un peu parti pris parce que l'idée, c'est d'aller dans les interactions, hein, mais enfin, pas l'étude, ce qui montre bien, c'est qu'il y a apprentissage juste par le débat. Alors, il y a aussi apprentissage par explication du prof, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, pour terminer, puisque ça va être l'heure de conclure, donc, là-dessus, voilà, sur cette méthode-là, il y a 3 phases. Hein, réponse individuelle, qui est une activité donc, générative. Ensuite, débat en petits groupes, donc chacun s'est positionné, et ensuite, comme ça, on peut débattre efficacement. Et puis, une synthèse en classe entière, là, que j'ai faite un peu rapide, hein, mais j'aurais pu interroger les gens pour qu'ils donnent leurs avis, et puis de feedback et d'apport où l'enseignant réexplique pourquoi la bonne réponse est la bonne réponse, ou s'il n'y a pas forcément une bonne réponse unique, hein, qui explique les différents points de vue, pourquoi on peut soutenir telle réponse ou telle autre, et qui montre comment un expert raisonne, en fait. C'est un peu ça l'idée. Alors voilà, donc on a les 4 cadrans, et la question c'est tout cela en pratique. Et pour terminer dans les 5 minutes qui restent là avant la petite heure, je vais vous présenter une mise en situation. Parce que la question c'est comment je fais ça en pratique. Donc j'ai préparé un petit texte, c'est un petit texte de mise en situation, c'est un petit scénario que je vais vous demander de lire en fait, ça se lit assez vite, hein, ça se lit en 1-2 minutes, voilà, c'est très court. Et qui va raconter l'histoire d'un prof qui fait cours en utilisant ça. Ou un formateur, c'est à peu près pareil. Hein. Et ensuite, je vais vous demander je vais vous remettre en groupe une dernière fois, d'identifier d'après vous quelles sont les mises en pratique, les difficultés mises en pratique que vous voyez dans ces formats-là, dans ce que je vous ai présenté. Ça va permettre d'introduire ensuite les échanges qu'on va avoir par la suite. Alors, dans le chat, d'ailleurs, j'ai vu, il y avait une question là. Oui, le prof est là pour remédier, effectivement. Alors, on en discutera après. Dans le chat, je vous ai mis le lien vers l'histoire. Donc, si vous cliquez normalement dessus, ça va vous offrir un fichier.
Et je vous ensuite, alors je n'ai pas vu, mais vous pouvez lever la main quand vous avez fini de le lire, donc dans l'outil, dans le cours Verset participant. Donc je vais vous demander d'abord de le lire individuellement, et quand vous estimez avoir lu, vous pouvez lever la main, et après on passera en débat pour réfléchir aux difficultés. Donc je mettais un petit peu, et c'est à vous de lire. Alors, je vois qu'il y a une bonne partie des gens qui ont levé la main, du coup, donc on signalé qu'on terminé. Je pense que les autres, ça doit être à peu près, je ne vois pas forcément tout, mais ça doit être bon. Donc, du coup, je vais vous repartir une dernière fois dans les groupes. Discuter, voilà, de la difficulté de mise en pratique de tout ça et quelles sont les questions qui vous restent en suspens et qu'on puisse justement, on va pouvoir justement discuter juste après, là, dans le groupe. Donc, l'idée, échanger entre vous. Je vais vous laisser 2-3 minutes, pareil, le temps d'échange. Et après, on refait une petite synthèse en disant, voilà, dans mon groupe, nous, on a identifié tel problème, tel problème, tel problème. Et puis, on discutera de si on peut y répondre. C'est OK? Allez, c'est reparti. Et juste un mot, Julien, tu reviendras avec moi en salle principale. Ouais, d'accord. Oui, c'est juste pour dire, effectivement, là, le créneau, on arrive au terme de l'heure. Donc, ceux qui, effectivement, avaient mis 1 heure, bah, voilà, voilà, au moins, vous aurez quand même le principal de l'exposé, je dirais. Après, ceux qui veulent rester un petit peu plus, on peut prolonger un petit peu pour ceux qui veulent rester un peu plus longtemps. Mais en tout cas, merci à ceux. Je vois qu'il y en a certains qui doivent nous quitter parce qu'ils avaient sans doute vraiment mis le créneau d'1 heure. Donc, merci beaucoup d'avoir participé. Et puis, ceux qui veulent rester encore un petit peu, on va terminer. Oui, je pense que... Mais en tout cas, vous aurez... Une dizaine de 10-15 minutes maxi, je pense. Ça devrait Super. Plus. Désolé pour le... Parfait. Je reviendrai dans la salle, effectivement. Parfait. Ah ben, nous revoilà tous. Donc ben voilà, c'est terminé pour la partie vraiment... Enfin, moi, j'ai plus de slides. Donc là, c'est le moment vraiment, on va dire, d'échange. L'idée... c'est qu'à partir de ces discussions de groupe, si certains veulent faire remonter des choses qu'ils ont discutées en groupe, qui leur semblent intéressantes, et du coup, qu'on en discute et qu'on réponde aux questions. Je pense qu'on peut se mettre une deadline pour ceux qui, encore une fois, qui veulent nous quitter, c'est tout à fait compréhensible, à 11h20, si ça vous va. Et puis voilà, après, tranquillement, voilà, on se dit ça, Jean-François, ça te va? Moi, là, ça me va. Si vous vouliez y aller, il n'y a pas de souci. Non, mais comme ça permettra de conclure vraiment. Oui, c'est ça, tu as raison. Oui. Comme ça fait... 11h20, on conclut vraiment. Ouais. À 11h20, on conclut. Voilà. Très bien. Merci à ceux qui désolé pour ceux qui doivent déjà partir. Il y en a qui ont levé la main. Aude. Et il y a Aude Pichon. Oui, merci. Alors, nous, on a parlé de 2 choses très intéressantes qui font le lien avec ce qu'on a vu auparavant. Donc, la première chose, c'est comment raisonnent les étudiants. Est-ce que ce qu'on a lu, ça peut faire écho à notre discussion sur comment raisonnent les étudiants? Et ensuite, il y a eu une question, oui, mais il faut du temps pour faire des mini-débats. Donc, du coup, eh bien, on a fait le lien avec un enseignement à distance et surtout l'hybridation en enseignement. Donc, la première, c'est on s'est dit que cette proposition de mini-débat en amphi était importante pour les enseignants qui voulaient ou les personnes qui veulent rendre dynamique un cours magistral. Par contre, on commence par un concept et ensuite on les fait interagir sur ce concept-là. Et avant, dans notre discussion, on avait dit que une personne d'ailleurs qui avait dit que elle aime faire apprendre à partir de l'expérience, donc de l'apprentissage expérientiel. Donc, du coup, cette méthode-là, si on veut partir de l'apprentissage expérientiel, des expériences des étudiants, c'est un peu plus compliqué de commencer directement par un concept. Ensuite, le deuxième point, c'est on s'est dit, mais pour faire un mini-débat, eh bien, quel temps, il faut dégager du temps. Et c'est là qu'on s'est dit, mais en fin de compte, l'enseignement et une classe virtuelle, est-ce vraiment un enseignement à distance? Ok, donc c'est un enseignement à distance peut-être, mais synchrone. Et donc pour moi, ce n'est pas un enseignement à distance. Pour moi, un enseignement à distance, c'est l'étudiant et derrière, et chez lui, derrière leur ordi, et il va, nous enseignants, on va lui donner les moyens d'apprendre. Donc on va donner les moyens d'acquérir des savoirs, des compétences, par intermédiaire d'activités, de consignes, peut-être ponctuées par des classes virtuelles, mais pas que. Donc un enseignement à distance, c'est vraiment un ensemble
d'activités, de consignes, de contenu qui va être lié avec des activités et des classes virtuelles. C'est vraiment tout un ensemble. Donc que des classes virtuelles, pour moi, n'est pas un enseignement à distance. Par contre, si on veut dégager du temps en classe virtuelle, par l'intermédiaire de mini-débats, pourquoi pas, du coup, imaginer un enseignement hybride synchrone-asynchrone, en fin de compte, avec, à distance, leur donner des activités, des consignes, des choses à expérimenter ou à lire en leur faisant une production d'un résumé pour revenir. Et donc, et pour dégager ce temps, pour dégager du temps pendant cette classe virtuelle synchrone. Est-ce que tu aurais comme remarque par rapport à ça, du coup, Jean-François, sur la question du coup du temps, d'hybridation, de synchrone asynchrone? Oui, alors il y a je pense à Pascal Laurence, je pense qu'elle est encore là. On avait fait une expérience avec elle à l'Université Paul Sabatier. On avait comparé 3 amphis. On avait le même programme, mêmes étudiants. On avait paré 3 amphis, c'est-à-dire 3 cours de 3 fois. Ouais, c'était donc 3 amphis. Donc chacun avait 140 étudiants et il y avait eu plusieurs séances. Il y avait eu 5-6 séances. Et donc certains enseignants avaient accepté de prendre du temps pour poser des QCM. Du coup, ils en disaient un peu moins. Hein. Et ce qu'on a observé, c'est que finalement, on a mesuré l'apprentissage avant et après. On avait des tests standardisés là-dessus. On a observé que les enseignants, enfin là où l'enseignant acceptait de prendre du temps pour poser ces questions, au final, les élèves avaient appris plus. C'est-à-dire qu'en fait, on va convertir du temps pas hyper efficace en temps un peu plus efficace. C'est ça qu'on arrive à… Est-ce que tu peux couvrir l'intégralité du programme? Voilà. C'est un peu donc la question, c'est effectivement… on a choisi d'axer sur des questions essentielles pour faire l'apprentissage en profondeur. Donc, du coup, on couvre un peu moins. Mais la question, c'est qu'est-ce que couvrir? Est-ce que couvrir le programme, ça veut dire l'avoir écrit au tableau? Est-ce que je me dis, OK, c'est bon, j'ai fait le programme, j'ai tout écrit? C'est peut-être pas ça, en fait. Hein. Et la réalité, c'est que l'apprentissage, c'est long. Enfin, ça prend du temps, même pour l'élève. Donc, je rebondis aussi. Donc, faut accepter d'apprendre… Enfin, faut choisir le degré de profondeur qu'on veut atteindre en fonction de ce dont on parle et faire des compromis. Je rebondis sur la question synchrone-asynchrone. Tu as raison, Aude. Un enseignement à distance, ce n'est pas juste des visios, on est d'accord. Hein. Il y a effectivement, on est tous ensemble en même temps ou pas. Donc, synchrone-asynchrone. Et il faut bien penser effectivement le temps de travail entre les séances, entre les visios, on va dire. Et là, tu as raison, une technique qui est un peu l'idée des classes inversées et compagnie ou tout enseignement hybride, c'est de reporter une partie de l'apprentissage à distance. Concrètement parlant, par exemple, vous pouvez dire, voilà, je vais filmer 10 minutes d'un concept que j'étais censé aborder au prochain cours, je vais le filmer maintenant, je vais le mettre en ligne, et comme recevoir ou lire ou écouter une vidéo, ce n'est pas hyper efficace, je vais rajouter soit un QCM dessus, soit une activité de résumé, comme tu l'as dit, soit dire, les élèves disent, voilà, quelles sont les idées les plus importantes, etc. Ce qui permet finalement de commencer l'apprentissage ou de le continuer, si ça se passe après, en dehors des séances, et dans les séances, du coup, d'avoir plus de temps pour justement faire ces débats, en fait. Donc, c'est effectivement une bonne technique. Sur l'apprentissage… Pardon, peut-être pas fini, mais il y avait une question d'Agathe, c'est pour ça. Mais, oui, et juste sur l'apprentissage expérientiel dont tu as parlé, en fait. Alors, je ne suis pas un expert là-dedans, mais l'idée, c'est de partir des expériences des gens pour en sortir des choses. Mais il y a quand même des concepts, au final, ou des idées à retenir de l'apprentissage, où chacun parle. Et au final, on va avoir une grille d'analyse où quelqu'un va dire, OK, voilà les expériences qu'on a eues, chacun parle, et il va en sortir quelque chose. Et ce quelque chose-là, ensuite, on peut en créer des débats et des situations en disant, voilà ce qui est ressorti, voilà les grandes idées qui ressortent. Si je les applique, est-ce que si, est-ce que ça, etc. Donc, il y a quand même des notions, à un moment donné, des idées qui ressortent, qu'on veut être capable de transférer et qu'on, du coup, va continuer sur la pratique là-dessus. Après, quelqu'un parle, on peut toujours faire ça tiens, ça me fait penser à une question, ce que tu viens de dire. Voilà, si quelqu'un parle, tiens, ce que tu viens de dire, est-ce que ça marche si je fais ci, ça ou pas? Et là, on fait débattre, on fait voter, on fait débattre. Donc, c'est toujours possible d'adapter après, effectivement, ce n'est pas forcément idéal. Oui, il y avait… Merci. Alors, on prend une dernière question, du coup, Agathe qui lève la main. Alors, ce sera la dernière question, malheureusement, désolé. Sauf si j'ai la frustration. Ouais, c'est pas vraiment une question, si ce n'est d'apporter le regard de mon mini-groupe. Nous, effectivement, on avait commencé à toucher du doigt l'enjeu de synchrone-asynchrone
parce qu'on n'a pas le temps forcément en classe virtuelle d'aller à travers tout le programme, mais du coup de s'appuyer sur un super poli, comme quelqu'un a dit dans le groupe, enfin du coup avoir un support à côté. Et moi j'avais envie de rajouter à ça aussi que du coup les classes virtuelles, c'est là où on se retrouve tous ensemble, comme tu dis Jean-François, et du coup c'est aussi le moment pour humaniser peut-être le cours, dans le sens de créer le lien avec les élèves. Et moi je prends toujours moi, j'ai envie de proposer l'idée de prendre un temps, de s'assurer que tout le monde est dans de bonnes conditions et de poser en fait ce qui est là, s'il y a une humeur, de faire un ou-clap, un nuage de mots de comment ça va aujourd'hui, pour juste évacuer, pas forcément en faire le sujet, mais évacuer ce qui a besoin d'être évacué pour que les étudiants soient aussi disponibles pour entrer dans l'interaction virtuelle, qui n'est pas du tout évidente pour tout le monde. Alors, voilà. Oui. Je rebondis là-dessus, ouais. Surtout dans ce qui va se passer la rentrée. Il va y avoir des gens à distance, des gens qui ne se connaissent pas. Il y a une situation qui est stressante et qui a été stressante pour pas mal. Donc, c'est important justement de mettre des bonnes conditions propices à l'apprentissage. Donc là, moi, je l'ai fait vite fait par un petit tour de table entre vous. Mais effectivement, ces temps-là où les élèves parlent d'eux, en fait, ce que montre la recherche, c'est qu'il ne faut pas voir les participants juste comme des apprenants. Il faut les voir aussi comme des humains. En fait, faut le voir le double. C'est-à-dire qu'il faut leur dire, OK, toi, Agathe, je pense que c'est ça que je viens de parler, voilà, imagine tes élèves, je te dis, voilà, moi, mon objectif, c'est que tu réussisses ces cours-là, mais aussi, ça m'intéresse à toi en tant qu'Agathe, et à tes raisons dans la vie, pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu fais, quels sont tes objectifs, est-ce que tu vas bien, est-ce que ça ne va pas. Et donc, il y a ce double côté sur lequel il faut travailler, en fait. Voilà, on est là pour apprendre, donc il n'y a pas de souci, on fait ce job-là, et ça va être ce double côté humain. Nous, je sais que dans mon école d'ingénieur, c'est supporté beaucoup par l'association des élèves. Il y avait avant une grosse association des élèves. Là, en temps de confinement, ça va être, pas de confinement, même la rentrée des distanciations sociales, ça va être complexe. Donc, il va falloir qu'en tant qu'enseignant, on rajoute un peu ce côté humain, peut-être, ou en tant que formateur, un conseil personnel, il faut à un moment donné qu'on crée ces liens, qu'on s'intéresse à ça. Ouais. Donc, je rejoins l'aspect important de ce qui a été évoqué dans votre groupe. Oui, je voudrais même ajouter quelque chose. Tu as parlé de l'aspect humain entre l'enseignant et les élèves, mais l'aspect humain entre les élèves entre eux est tout à fait fondamental. Et ça, il faut faire attention de ne pas le perdre dans la situation à distance. Et je voudrais citer une collègue de lycée de Belgique. L'organisation des salles de travail virtuelles où les élèves peuvent s'échanger s'est révélé être un bon adjuvant à l'enseignement à distance. Encouragement, partage, émulation entre les élèves sont des éléments nécessaires à l'apprentissage. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose de fondamental que je dirais, on a complètement ignoré dans nos salles de présence avec nos étudiants en amphi ou même en petite salle en général, pendant longtemps. Et que faire travailler des élèves en petits groupes, et éventuellement pas seulement pour des micro-débats, mais vraiment pour différents débats de différentes choses, c'est des choses qui sont tout à fait fondamentales. Et c'est l'aspect humain et l'aspect groupe qui est l'aspect dynamique de groupe. Donc, je me suis permis de rajouter ça parce que je trouve que c'est… Tu n'en avais pas parlé, Jean-François, et je trouve que ça fait partie des… Et alors, c'est effectivement l'aspect socialise un peu. Je l'avais évoqué rapidement, effectivement, quand tu mets en groupe. Et au début, le tour d'étape que j'ai fait, c'est aussi faire interagir les gens qui se connaissent. Donc, c'est vrai, il faut pour qu'il y ait un bon apprentissage, pour que les gens collaborent entre eux, pour qu'ils s'échangent et tout, il faut créer du lien. Et donc, on a un rôle, nous, en tant qu'enseignants, parce que les étudiants, les apprenants vont sûrement créer du lien en dehors. Dans le contexte universitaire, c'est différent, ils sont tous dans une CTU plus ou moins, donc ils vont sûrement se voir en dehors. Par contre, on a un rôle en tant qu'enseignant que dans notre classe, rajouter aussi, parce que faire des groupes, faire du travail en groupe long, en groupe court, et créer ces échanges-là pour créer vraiment cette interaction entre les gens. En milieu professionnel, c'est exactement ce que je voulais dire. Hein. C'est exactement ce que je voulais dire. Mais je reprends effectivement. Et par contre, en formation pro, c'est un peu différent. Les gens ne sont pas forcément dans le même contexte, n'ont pas forcément en demande. Mais bon, quand même, c'est intéressant de créer une communauté d'apprentissage. C'est-à-dire, on est ensemble. Je viens en cours, pas juste pour apprendre le cours, c'est aussi pour voir les gens, en fait. C'est aussi parce que j'aime bien débattre avec machin, parce que je sais que ça va être vivant, en fait.
effectivement, c'est l'aspect socio-affectif, comme on dit, la présence socio-affective. C'est comme ça que ça a été formalisé, notamment par Angie Zegou dans ses travaux de recherche. Je me permets de conclure du coup. Alors, Jean-François, tu avais peut-être un dernier slide à nous présenter sur un peu comment est-ce qu'on peut te retrouver si on veut plus de Jean-François. Oui, effectivement. Si vous voulez plus de Jean-François, vous achetez un abonnement Jean-François. Voilà. 36,15 Jean-François. Voilà. C'est ça, voilà. Ceux qui veulent voir, oui, voilà, bibliographie, parce que, bon, quand même, c'est typé recherche. Je n'ai pas mis là de référence bibliographique, je sais qu'il y en a pour qui c'est important. Vous allez les trouver donc, sur le site web dont tu as parlé au tout début, là. Il y a une rubrique pédagogie, dans lequel j'ai écrit quelques articles sur l'innovation pédagogique, notamment sur LinkedIn, et c'est cela je me suis inspiré. Vous allez trouver les références directement. Ensuite, il y a 2 livres que je trouvais intéressants. Si vous voulez aller plus loin, il y a celui que le premier enseignant supérieur, j'ai écrit avec un collègue, Quentin, qui reprend plein de points et qui donne une bibliographie qui va avec. Alors, c'est toujours l'aspect pragmatique. Mais avant de l'acheter, je vous dis, la semaine prochaine, on en sort un deuxième petit livre de 35 pages qui est gratuit, qu'on va vous diffuser du coup à tous, qui reprend ce format-là, fiche pragmatique. L'extrait que je vous ai filé d'une page, là, c'est une intro de ce petit livre de 35 pages. Et ensuite, il y a des fiches qui aident à le mettre en pratique. Donc, et il y a les références bibliographiques qui vont avec. Et pour ceux qui veulent aller plus dans la psychologie cognitive appliquée à l'enseignement, All Learning Works, qui est fait par des gens que je ne connaissais pas à l'université de Carnegie Mellon, qui est vraiment très sympa, qui explique 7 principes de la psychologie cognitive et concret pour l'enseignement, et comment ça peut se traduire sur l'enseignement. C'est un peu moins fiche méthode. Hein. L'autre, là, boîte à outils, enseignement supérieur, c'est très fiche méthode. Là, c'est moins fiche méthode. Donc, c'est plus un gros livre, mais ça permet quand même de... si ça vous intéresse, le sujet, c'est bien, ça met les idées au clair, en fait. C'est assez intéressant sur différents sujets. Alors, je sais qu'il y a la motivation, l'expertise, l'engagement cognitif, les conceptions initiales, etc. Maï, qui a levé la main, si tu voulais juste dire... Oui, je veux juste rebondir sur une chose. C'est ce dont on ne parle pas assez souvent, mais la temporalité, c'est aussi une question qu'il faut intégrer quand on anime une classe virtuelle. C'est que le temps qui passe en fait en classe virtuelle, le temps passe plus vite en classe virtuelle qu'en présentiel. Et ça, on a pu aussi expérimenter. Voilà, ça peut avoir des soucis techniques. Et même en fait, quand on met les gens en sous-groupe, pas 5 ou pas 6 ou plus ou moins, c'est que pas tout le monde qui peut prendre la parole, même si l'idée c'est que tout le monde échange, mais il y a toujours 1 ou 2 personnes ou plus qui vont dominer en fait le débat. Ça aussi c'est une question pour toi, c'est que comment même en fait en classe virtuelle et quand on fait des sous-groupes, comment faire pour équilibrer le temps de parole de chacun. Sur le temps de parole, je n'ai pas de spécificité, donc tu as raison. Là, par exemple, on met 1 minute avant d'aller en sous-groupe. Enfin, c'est différent, on ne voit pas pareil. C'est quand même un peu différent, même si c'est quand même pas mal pour ce que ça fait. On arrive quand même à faire des choses assez cool. Sur le travail en groupe, le problème existe aussi en présentiel, en normal. Hein. C'est-à-dire, au-delà d'un groupe de 4, souvent un groupe de 5-6 plus, ça va se scinder souvent, ou il va y avoir des prises de parole. Dans ce cas-là, vous pouvez, donc déjà en groupe plus petit, c'est plus facile, hein, 3 ou 4, ça fonctionne de manière assez efficace. Expliquer, et il y a des techniques qui expliquent que chacun est responsable d'écouter les idées des autres, chacun est responsable de reformuler les idées des autres, chacun est responsable de s'assurer quand une décision est prise que tout le monde a pu parler. Et il y a des gens qui ont fait ça, par exemple, ils expliquent bien ça au départ, et toutes les 50 minutes, parce que c'était sur un cours de 2 heures, il fait un point, il dit voilà, on fait une pause, maintenant dans votre groupe, vous allez discuter de ça. Est-ce que tout le monde a fait attention à ces points-là? Comment y remédier? Et après, il fait un débrief en classe entière, et il repart sur 50 minutes de travail, et il refait un point. Et ce qu'ils ont montré, c'est que ça a amélioré l'apprentissage des élèves, parce que ça améliore en fait les relations de groupe. Et notamment, pour que le mode délibère fonctionne, il faut vraiment que chacun soit en mode génère, et il faut que les discussions soient des vrais échanges. Et il ne faut pas que les discussions, d'ailleurs, soient liées à des problèmes techniques. Ah, j'ai pas de micro. Ouais, ça, c'est de l'interaction. Les élèves qui disent j'ai pas de micro, j'arrive pas à dire ce que tu écris, c'est l'interaction, mais ce n'est pas l'engagement collectif. Donc, régler celle-là et apprendre les étudiants en fait, à travailler en groupe, c'est quelque chose d'efficace. Et ça s'apprend, effectivement. Ouais. Merci pour ce point-là.
Merci beaucoup. Merci Maya pour la question. Merci à tous en tout cas d'être venus assister à cette présentation. Merci Jean-François encore. Hein, c'était vraiment top, très pratico-pratique et en même temps vraiment sur la recherche, c'est exactement ce que j'avais dit un peu en introduction et qui s'est vérifié. Écoutez, j'ai mis l'adresse de la Carto dans le chat pour ceux qui veulent se créer un compte et être informés aussi de tout ce qui s'y passe. Et puis du coup, je vous dis à très bientôt. Merci encore à tous, merci à Jean-François et puis j'espère vous voir très bientôt pour un prochain Carto, prochain webinaire. Ouais, ciao, au revoir. Au revoir.